Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Les événements se précipitent au Moyen-Orient. Hier soir, la chaîne américaine CNN, Fox News annonce un accord de cessez-le-feu entre Israéliens et Iraniens. Breaking news from the White House, President Trump has just made a statement. Rich Edson. Good afternoon, Martha. So the president taking the Truth Social. Brutale accélération de l'histoire qu'Europe 1 accompagne ce matin. Donald Trump annonce un cessez-le-feu total, entrée en vigueur par étapes depuis 6h ce matin, heure française. On retrouve Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Que contient exactement cet accord, Rémi ? Écoutez, en premier lieu, c'est Téhéran qui doit arrêter toute attaque contre Israël, et ce déjà en théorie depuis 1 heure environ. Puis ce sera au tour de l'État hébreu dans désormais 11 heures, et dans 23 heures, le cessez-le-feu prendra pleinement effet. Selon Donald Trump, si les deux pays agissent de manière, je cite, pacifique et respectueuse, ils pourront mettre un terme à ce qu'il appelle la guerre des 12 jours, une référence à la guerre des 6 jours de 1967 entre Israël et plusieurs pays arabes. Le président américain a aussi estimé que ce sont les frappes américaines en Iran qui ont permis d'en arriver à ce cessez-le-feu. Ironiquement, ce coup parfait tard dans la nuit a rassemblé tout le monde, a-t-il écrit sur son réseau Truth Social. Il espérait également que l'Iran et Israël connaîtront, je cite, l'amour, la paix et la prospérité. Mais ici aux États-Unis, de nombreux analystes craignent déjà que la pause de 24 heures ne tienne pas ou que les hostilités reprennent dès qu'elle se terminera. Mais Donald Trump y croit dur comme fer. Que Dieu vous bénisse, a-t-il lancé à l'adresse d'Israël et de l'Iran. Rémi Amalvi, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, accord de cessez-le-feu précédé d'une série de frappes croisées 5 minutes avant l'entrée en vigueur de cette trêve. Plusieurs salves de missiles se sont abattues sur Israël. Cette fois, c'est la ville de Beersheva dans le sud qui a été visée. Bilan provisoire, 3 morts. Wilfried de Villers, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. Est-ce que l'on croit à ce cessez-le-feu ? Eh bien, il y a une forme d'incertitude concernant cette possible trêve possible parce que pour le moment, Israël n'a pas confirmé officiellement avoir accepté cet accord. Mais ici, à Tel Aviv, les habitants, comme Israël, veulent y croire fatigués par ces 12 jours de guerre, malgré la succession de frappes ce matin dans tout le pays, tout juste avant 7 heures, et l'entrée en vigueur du cessez-le-feu. Les salves sont comme un bouquet final de la part de l'Iran, malheureusement. On peut que espérer que ce soit la fin. Il faut qu'on respire du côté israélien, puis aussi du côté de la population iranienne. Et puis si ça doit continuer, on fera avec et on fera le dos rond le temps que ça passe. D'autres personnes avec qui je parlais ce matin dans l'abri où je me trouvais se montrent bien plus prudentes. Il faut attendre encore quelques heures. Une femme me disait qu'on ne peut pas faire confiance à l'Iran, que de nouvelles frappes sont possibles. Ce matin, je l'évoquais, 6 salves, une quinzaine de missiles se sont abattus sur Israël avec plusieurs frappes directes dans le sud du pays, notamment à Beersheva, déjà durement touché ces derniers jours. Un immeuble a été frappé de plein fouet vers 6 heures du matin, détruit par l'explosion. Et le bilan vient de s'alourdir. Christophe, on parle désormais d'au moins 4 morts et de dizaines de blessés. Pour l'instant aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis 7 heures du matin, il n'y a pas eu de nouvelles frappes contre Israël. Wilfried de Villers, envoyé spécial d'Europe 1 en direct de Tel Aviv. On vous retrouvera, Wilfried, ainsi que tous les correspondants d'Europe 1 en Israël et aux États-Unis pour suivre l'évolution de la situation et le respect plus que jamais fragile de ce cessez-le-feu. On vient de l'entendre. Alors un peu plus tôt, en fin d'après-midi, hier soir, comme il l'avait promis, le régime de Téhéran a frappé une base américaine au Qatar. 6 missiles balistiques lancés, tous interceptés selon le ministère qatari de la Défense. Pas de dégâts, pas de victimes, ajoute un responsable américain, sans doute parce que l'Iran avait prévenu la Maison-Blanche de l'imminence de cette frappe. William Molinier, la base d'Al-Udeid est la plus grande base américaine dans la région. C'est la plus grosse implantation américaine dans la région. Elle se trouve à 190 km au sud de l'Iran. Elle accueille près de 10 000 soldats américains. C'est dans cette base militaire d'Al-Udeid que se trouve le fameux CENTCOM, c'est-à-dire le commandement des forces américaines au Moyen-Orient. Des forces spéciales et des moyens aériens y sont aussi prépositionnés. Ce site militaire avait été très actif lors des guerres d'Irak, d'Afghanistan ou contre l'État islamique. Au début du mois, il y avait encore une quarantaine d'avions. La base a été évacuée le week-end dernier de ces derniers appareils en anticipation d'éventuelles représailles. Outre les Américains, des forces britanniques sont aussi présentes sur le site militaire. Au-delà de l'intérêt opérationnel, c'est surtout un symbole auquel s'est attaqué l'Iran, celui de l'hégémonie américaine dans la région, car cette empreinte militaire représente aussi pour les Qataris un partenariat de défense très abouti avec les Américains. William Molinier, spécialiste défense à Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Et puis le Premier ministre est en train de s'exprimer à l'instant même. Pourquoi ? Parce que hier, il n'y a pas eu de fumée blanche à l'issue du conclave sur la réforme des retraites. Bonjour Jacques Serret. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Du service politique d'Europe 1, comment interpréter cette prise de parole du chef du gouvernement aux premières heures de la matinée ?
Eh bien, écoutez, François Bayrou prend la parole en ce moment même depuis Matignon. François Bayrou qui explique que les organisations qui participaient aux négociations sur les retraites se sont séparées hier soir sans parvenir à trouver un accord. Mais François Bayrou se félicite de ce travail approfondi durant 4 mois, explique-t-il, dans un climat de bonne coopération. Nous sommes passés très près d'un accord. C'est pourquoi il ne veut pas accepter, il ne veut pas réagir, il ne veut pas qu'on se satisfasse d'arriver si près du but, selon lui, sans trouver un accord. Il devrait donc formuler une nouvelle proposition d'ici quelques instants pour continuer d'avancer sur ce chemin de réforme des retraites. Une proposition que l'on va suivre avec vous, Jacques Serret du service politique d'Europe 1. On vous retrouvera dans le journal de 7h30. Oui, politiquement, c'est vraiment un coup dur pour François Bayrou qui avait beaucoup misé sur le succès de ce conclave. On va évidemment y revenir ce matin et toute la journée sur Europe 1. Nous partons maintenant dans l'Aisne, un 19e enfant hospitalisé dans l'affaire des intoxications à la bactérie E. coli. Une adolescente de 11 ans est morte. Enquête judiciaire ouverte contre X, notamment pour homicide involontaire. La consommation de viande fortement suspectée d'être à l'origine de ces contaminations. 4 boucheries et 2 rayons de supermarché de Saint-Quentin ont été fermés préventivement. Il sera l'une des attractions à la reprise de la Ligue 1 le 15 août. Paul Pogba va rejouer au football avec Monaco. L'international français a purgé sa peine. 18 mois de suspension pour dopage après un contrôle positif. Paul Pogba, 32 ans, était sans club depuis la rupture de son contrat avec la Juventus. Cyril de la Morinerie. Oui, son dernier match remonte à septembre 2023 avec la Juventus de Turin, car Paul Pogba a été suspendu 18 mois pour dopage après la prise involontaire d'un complément alimentaire. Mais surtout, l'ancien ambianceur de l'équipe de France a été victime d'une tentative d'extorsion de 13 millions d'euros en 2022. 6 prévenus ont été condamnés à des peines de prison, dont son frère Mathias, avec lequel il a repris contact. Interrogé dimanche dernier sur TF1, Paul Pogba est impatient de reprendre le football. Je suis comme un gosse, malgré mes 32 ans, j'aime toujours jouer avec le ballon. Dribbler, tout va dépendre de moi quand même. Pendant cette longue coupure, Paul Pogba a continué à s'entretenir physiquement, mais un retour au premier plan s'annonce difficile, prévient Claude Puel, ancienne légende du club de la Principauté. Monaco fait un pari avec Paul Pogba et il n'y aura pas de précipitation. Il a des qualités bien sûr intrinsèques qui feraient énormément de bien à l'AS Monaco. À Monaco, qui jouera la Ligue des Champions la saison prochaine, Paul Pogba espère briller afin de retrouver les Bleus et disputer la Coupe du Monde en 2026. Cyril de la Morinerie, tiens, puisque l'on parle de Coupe du Monde, Dimitri Anissa, la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis. Eh oui, le PSG 2-0. qualifié pour les 8e de finale. Elle a donné le score, mais pas le nom de l'équipe. Seattle, victoire des Parisiens qui affronteront l'Inter Miami d'une vieille connaissance. Lionel Messi, ce sera dimanche à 18h. Et puis les quarts de finale de l'Euro féminin de basket. La France affronte la Lituanie ce soir. Coup d'envoi à 16h30. C'est interminable cette Coupe du Monde des clubs. La 8e de finale seulement ce dimanche. La finale, c'est le 13 juillet. La Coupe du Monde des clubs. Voilà. Pas de vacances pour les joueurs du Paris Saint-Germain. En plus, vous reprenez le foot le 15 août. La saison prochaine va être difficile. Merci beaucoup Christophe Lamarre. C'était votre journal.